Donc, bienvenue à tous à l'apéro des Bonsoir. carreaux, spécial été, spécial les poches qu'on emporte dans les valoches. Coucou Caro. Salut Caro. Alors ce soir, on n'a pas un auteur ni deux auteurs, on en a 6. Donc merci à tous les auteurs d'être là. Je vais vous demander, on va laisser le micro aux auteurs et on va demander aux participants d'enlever les micros, ça fera moins d'interférences. Donc je vous présente les livres qu'on va vous présenter, que les auteurs vont nous présenter. Donc il y a le livre de Marlène Charine, Tombe les anges, chez Livre de Poche. Je fais dans l'ordre alphabétique. Vas-y, tu l'as. Sonia Dagotor, Ceux qui s'aiment finissent toujours par se retrouver, chez Livre de Poche également. On continue avec Anne Galion, Les Demoiselles, toujours au Livre de Poche. Un homme, Olivier Liron, Einstein, le sexe et moi, chez Point. Marie Robert, chez J'ai lu Descartes pour les jours de doute. Et le dernier, Cédric Cyr, Vindicta, chez Harper Poche. Voilà, on va vous présenter ces 6 livres. Et on va commencer du coup par Marlène, qui est en Suisse. Oui, bonsoir tout le monde d'abord. Moi, j'ai bossé mon introduction et ma présentation de ma petite personne. Je vais vous la faire brève, mais imagée. Donc, je suis suisse. J'ai un âge où ce genre de choses commence à devenir nécessaire. Je suis mariée. J'ai 2 grands garçons de 12 et 16 ans. J'aime beaucoup le chocolat et le thé vert. Et j'ai commencé par écrire tout d'abord beaucoup de nouvelles qui sont parues, donc pas mal d'anthologies. Elles ne sont pas toutes là, mais j'arrivais plus à porter plus. Avant de passer au roman, tout d'abord dans une petite maison d'édition numérique, avant que ma bonne étoile, ou plutôt mes bonnes étoiles, parce qu'elles étaient nombreuses, ne m'amènent chez Calman Levy, où sont parus tout d'abord Tombe les anges en 2020, juste avant que tout ne referme, c'était sympa. Et cette année, en avril 2021, Inconditionnel. Ça, c'est pour les grands formats. Et donc, ce printemps aussi est sorti Le Petit Frère, le poche de Tombe les anges. Super la présentation, j'adore. Ah ouais, c'est sympa. C'est hyper original. J'ai de la concurrence ce soir, il fallait que je marque un petit peu les esprits. Quand même. Et alors, est-ce que tu as prévu une présentation aussi sympathique pour Tombe les anges, pour nous raconter de quoi ça parle? Ah, vous le faites pas là? Faut que je bosse encore. Faut que tu bosses. Alors, du coup, c'est ton premier poche. C'est mon premier poche, oui. Sorti des livres de poche, Tombe les anges. Alors moi, c'est rigolo parce que j'ai trouvé, pour avoir lu la trilogie de Cédric Cyr, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un prolongement avec ton livre, hein, c'est-à-dire que c'est un thriller teinté de fantastique, mais en même temps, il est plus thriller que fantastique, enfin, saupoudré de fantastique, on va dire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, est-ce que tu peux nous pitcher ton livre, s'il te plaît? Alors, on suit Cécile, qui est une jeune gardienne de la paix, qui au démarrage a déjà pas mal de petits soucis. Elle est quand même relativement borderline. Elle est bourrée de tocs. Enfin, tout n'est pas obligatoirement très très rose dans sa vie. Elle est très désabusée par son boulot aussi. Et un soir, lors d'un contrôle de routine, elle se retrouve confrontée à des phénomènes qu'elle ne peut pas s'expliquer. C'est-à-dire qu'on les appelle pour tapage nocturne dans un immeuble. Et derrière la porte de l'appartement, elle entend effectivement une femme appeler à l'aide, mais son collègue, qui est un petit peu un gros beauf quand même, lui n'entend rien. Donc il lui dit de se calmer un petit peu et puis que voilà, que de toute manière, le regard est terminé et puis il a juste envie de rentrer. Elle finit par plier, par quitter l'endroit, mais vu que ça continue à la turlupiner un petit peu, le lendemain, elle retourne sur place et elle apprend que la propriétaire de l'appartement a été assassinée pendant la nuit, mais à des centaines de kilomètres de là. Donc, d'un point de vue logique, elle n'a pas pu l'entendre appeler à l'aide. Tout cela va déboucher sur des événements qui vont faire qu'elle va être mise à bord de sa brigade, traitée de dingue par tout le monde. Elle va vraiment songer à quitter la police, mais un capitaine de police va aller la récupérer pour enquêter sur un suicide qui n'est peut-être pas vraiment tout à fait un suicide.
Voilà. Alors, c'est une volonté de distiller du paranormal dans ce thriller? Comment ça s'est passé? Est-ce que toi-même, tu es lectrice de fantastique? Oui, ben, je viens principalement du monde de l'imaginaire. Tout le gros tas de nouvelles là, que je vous ai montré avant, c'était vraiment un petit peu des tests que j'ai faits au démarrage, quand j'ai commencé à vraiment avoir le temps pour écrire. Donc, j'ai écrit beaucoup de nouvelles pour tester plein de genres et de styles différents. Donc, j'ai écrit beaucoup de fantastique surtout, parfois un petit peu plus horrifique que d'autres. J'ai aussi écrit un petit peu de fantasy, de science-fiction, mais c'était vraiment le fantastique que j'ai toujours préféré. Et puis, j'aime bien les mélanges de genres. Donc, amener ça dans un thriller, je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant et puis que j'aime bien, moi, en tant que lectrice déjà. Et je parlais tout à l'heure de Cédric Cyr. Est-ce que tu es lectrice de ses livres? Alors, j'ai lu la première fois Cédric après la rédaction de ce livre. Donc j'ai rien pompé. Mais je me souviens d'ailleurs, je voulais le remercier encore ce soir. On s'était rencontrés une fois très brièvement à Lausanne, au salon lausannois. Et on avait discuté un petit peu. Je l'avais remercié d'écrire des choses aussi saignantes que ça. Moi, ça m'avait un petit peu décomplexée parce que sur le moment, quand j'ai écrit Tombe les anges, qui est quand même par moments assez brutal, je me disais, mais mon Dieu, il y a tout le monde qui va me prendre pour une sorte de dégénéré qui va plus vouloir me parler, mes proches vont avoir peur de moi, etc. Et puis après, j'ai lu Cédric Cyr et puis je me suis dit, non, finalement, ça va. Il est quand même encore assez calme et tendre presque. Donc, il y a pire que moi. Et puis, on avait eu une très, très chouette discussion. Justement, c'était une période qui n'était pas tout à fait facile. J'avais pas encore trouvé la fantastique maison d'édition qu'est Calman Levy. Et puis, tu avais eu des mots très sympathiques en me disant continue, en tout cas, continue. Si c'est une passion, continue à écrire. Et puis, j'ai appliqué ce bon conseil à la lettre. Et puis voilà, je suis là aujourd'hui. Alors oui, je disais, on va faire les livres les uns après les autres pour bien rester concentré sur chacune des histoires que vous avez imaginées. Mais bien sûr, vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Tu parlais de la fantastique rencontre avec Calman Levy, tu nous en touches deux mots? Comment ça s'est passé? Assez banalement, en fin de compte. J'ai fait une soumission qui... D'accord. Voilà, l'assistante de mon éditrice a lu ce roman relativement vite après mon premier mail. Elle a été conquise par le texte, elle l'a collé dans les mains de mon éditrice et puis voilà, très peu de temps après, j'ai eu le mail que tout auteur attend, que j'ai relu à peu près 15 fois pour être sûre que j'avais bien compris ce qu'il disait. Et puis voilà, l'aventure a démarré. Et tu as eu le prix du polar roman également avec ce livre? Alors, Tombe les anges, il n'a pas eu un, mais il a eu 3 prix, oui. Alors, il n'y a que ce prix-là qui est indiqué sur ton poche? Bah, je sais pas, je pense que la petite pastille, elle était peut-être pas assez grande. Elle n'est pas assez grande. Alors, dis-nous, du coup, tu as eu 3 prix sur ce livre? Voilà, oui, j'ai eu le prix du polar roman, qui est un prix suisse qui, jusque-là, c'était le seul prix, en fait, qui récompensait des polars ou des thrillers en Suisse. Jusque-là, c'était Joël Dicker qui l'avait tous les ans, c'est ça? Non, j'étais même en compétition avec lui, donc cette année-là. Joël Dicker. Non, je sais même pas s'il l'a reçu une fois, je ne saurais pas te dire. Et qu'est-ce que ça fait alors de recevoir 3 prix pour son premier roman? C'est assez impressionnant, oui. C'était un petit peu dommage quand même l'année passée parce que voilà, j'ai pu en fait assez peu en profiter. Le prix du polar roman, il est lié au festival lausannois qui n'a pas pu avoir lieu parce que c'était au mois de mai. Ensuite, j'ai eu le prix 100% polar qui a aussi été annulé. J'ai pu aller au festival cette année, mais ouais, il y a ce petit décalage, c'est un petit peu dommage. Et puis le troisième, par contre là, c'était en plus une jolie surprise, c'était le prix découvert du journal de l'Alsace que j'ai pu aller recevoir en bonne et due forme lors du festival sans nom. Et puis là, les dédicaces reprennent un petit peu? Oui, on se voit samedi en banlieue parisienne? Oui, exactement, ouais. Ouais, je me réjouis beaucoup. C'est vrai que j'étais vraiment un petit peu à gratter comme le taureau qui attend de
pouvoir sortir dans son pâturage, où rien ne se passait. Et puis là, tout d'un coup, ça a vraiment explosé en peu de temps. Donc, ça fait 2 week-ends que je suis déjà en balade. Là, aujourd'hui, j'ai traversé à peu près tout le pays pour d'abord aller à une émission radio, enfin l'enregistrement d'une émission radio. Et puis de retour à l'heure avec mes chaussettes et puis mon thé vert. et oui, samedi direction Paris. Donc je me réjouis beaucoup. Ouais. Est-ce que du coup, le fait qu'il n'y ait pas de salon du livre, que toi, tout soit annulé depuis 1 an et demi, ça t'a permis de développer une autre relation avec tes lecteurs? Bah, c'était surtout compliqué parce que voilà, tous ces problèmes ont commencé juste après la sortie de mon premier. Et puis, on est tous pareils. Tu voudrais dire que tout est de ta faute, c'est ça? Non, quand même. Alors j'ai certaines malédictions, effectivement, avec les trains et avec l'informatique, mais quand même. Mais regarde, c'est bien. Faut mettre ça sur le dos. Non, mais c'était très compliqué parce que voilà, j'étais encore complètement inconnue au mois de mars-avril. Il n'y a pas grand monde qui avait encore entendu parler de Marlène Schittrin, donc la relation avec les lecteurs, elle n'était pas encore très très forte. Donc voilà, maintenant ça me réjouit vraiment beaucoup de pouvoir aller à la rencontre de personnes. Et puis, ce qu'il faut dire, j'ai eu un accueil absolument formidable de la part de la communauté des blogueurs. Ça me touche beaucoup quand je lis des choses actuellement. Justement, il y a des personnes qui ont commencé par un conditionnel, puis qui ont été recherchées Tombe les anges par la suite, et puis qui disent après, on se réjouit de lire son 3e. Donc ça waouh, ça fait vraiment chaud au cœur. Pour quelqu'un qui ne te connaît pas encore, tu conseilles de commencer par Tombe les anges? Alors, ça dépend un petit peu des sensibilités. Je sais qu'il y a des personnes qui sont vraiment complètement allergiques au fantastique. Encore que j'ai réussi à convaincre avec cette histoire plusieurs personnes qui m'ont dit non, mais je pensais pas le lire parce que le fantastique c'est pas pour moi, j'ai jamais aimé ça, etc. Et puis qui sont revenus après en me disant non, finalement ça a été une super surprise. Le côté fantastique est quand même relativement light. Donc, ok. Moi, je voudrais savoir si Cédric va le lire du coup. Mais ouais, mais bien sûr, du coup, non, parce que j'ignorais, enfin voilà, mais du coup, ça donne envie et envie de découvrir, évidemment. Ah bah, ça me voilà, un nouveau futur lecteur. Ouais. C'est une promesse. Ouais. Alors, Tombe les anges. En plus, je l'ai vu passer régulièrement. J'arrête pas de voir cette couve, donc. C'est vrai qu'elle est très reconnaissable. Ouais. Oui, puis elle est tellement belle, elle attire quand même. Bah super. Allez, on continue. Et puis, n'hésitez pas, les autres auteurs, vous pouvez interagir. Si vous avez lu les livres les uns des autres, n'hésitez pas. Alors, du coup, on fait un apéro avec 6 auteurs et 6 styles complètement différents. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Donc là, on va parler de Sonia Dagotor. Ceux qui s'aiment finissent toujours par se retrouver. Coucou. Sonia, coucou. Kim Mayotin. Ouais, je l'ai, mais moi, je joue le jeu jusqu'au bout. Hein. Ouais. Voilà. Il est en dessous. J'ai mis le paréo contre le mur. S'il tombe, c'est sympa. Je me demandais faire si de l'animation. Non, c'est un paréo que j'ai mis pour l'occasion. Voilà. T'as bien fait. Alors, toi, tu en compètes pour le prix des lecteurs, livre de poche. Ouais, ce serait trop bien, mais bon, il y a plein de super bouquins qui sont en lice, donc. Ouais, mais t'es dans la sélection, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu peux nous raconter? Ouais, je vous raconte. Alors, par quoi je commence? Est-ce que je commence par me présenter moi vite fait et puis par mon. D'accord. Et donc en fait, moi j'ai commencé à écrire lors d'une nuit d'insomnie très loin d'ici à Marrakech pendant un week-end féminin parce que j'avais appelé une copine au secours en lui disant faut impérativement que tu me sortes de cette vie de folie, qu'on aille se reposer. Et donc, on s'est retrouvés 3 jours, 2 nuits à Marrakech. Et en fait, pendant 3 jours, 2 nuits, j'étais tendue comme un string. J'arrivais pas à me détendre. Et donc, la dernière nuit, qui fut très courte parce qu'on avait il fallait qu'on quitte l'hôtel à 4 heures du matin et qu'il était 1 heure et que je ne dormais toujours pas en train d'essayer de trouver la solution à mon problème existentiel
qui était de changer radicalement de vie. Je lisais Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier et je me dis, tiens, si un jour je devais écrire un bouquin, je voudrais écrire comme lui, parce qu'il est capable de me faire rire et pleurer ou pleurer et rire dans le même paragraphe. Et en fait, j'ai eu un espèce de déclic. Et donc, je me dis, je tiens ma solution. Je vais pas écrire un bouquin, mais je vais écrire une trilogie. Ça s'appellera Épouse, mère et Working Girl. Et ce sera un best-seller et ma vie va changer. Voilà. Autant vous dire que je ne connaissais mais rien du tout au monde de l'édition traditionnelle, que je pensais que j'allais trouver un éditeur comme on trouve une baguette à la boulangerie, et que cette nuit-là, je me dis même, voilà, on est fin janvier, il sera terminé au mois de mai, et en juin, il est dans toutes les librairies de la France. Oui, tu as un plan En fait, dans la vie, je fais du marketing, mais pas du tout le marketing du livre. Et donc, je me dis, voilà, ça, de toute façon, quand on veut, on peut. Tu t'es fait un rétro-planning et il fallait s'y tenir, quoi. Voilà, et je m'y suis tenue, sauf qu'entre-temps, j'ai quand même croisé une bonne âme qui m'a dit, écoute, pour l'éditeur, va falloir revoir ta copie parce que ça va être un peu plus compliqué que ça. Et on m'a parlé de l'auto-édition. Et comme j'étais vraiment pressée d'accoucher, parce que c'était vraiment ça, c'était ce premier roman, je voulais qu'il soit lu le plus rapidement possible et par le plus de lecteurs possible pour, je sais pas, comme une urgence en fait. Et donc, j'ai mis de côté l'éditeur et je me suis lancée dans l'auto-édition avec Amazon. Voilà, le grand méchant Amazon, mais qui, sans lui, je ne serais pas là en train de vous parler de tous mes autres livres qui seront ensuite publiés. Et voilà, ça a pris un peu de temps. Donc, en 2013, je sors le tome 1 d'Épouse, mère et Working Girl. Tout en travaillant, comme si j'étais pas assez débordée dans ma vie de tous les jours. Je me rajoute en plus l'écriture. L'année suivante, j'écris le tome 2. L'année d'après, le tome 3. Et c'est ensuite pour mon quatrième roman que vous avez peut-être vu passer, Un anniversaire au poil. Donc, il s'appelait pas comme ça au départ. Il s'appelait Un vœu pas comme les autres. Ce roman arrive sur Amazon et en fait, en une semaine, je me suis retrouvée numéro 1 et j'ai rien compris. Voilà. Et ça a été le début d'une magnifique aventure parce que du coup, j'ai eu tout à coup beaucoup de lecteurs, avec beaucoup de lectrices, du moins, plus que de lecteurs, mais en tout cas, globalement, j'ai eu beaucoup de lecteurs. Et en fait, j'ai jamais perdu de vue l'idée de trouver un éditeur. Et d'ailleurs, ce roman-là a été publié par City Éditions, donc en 2017. Et ensuite, en mai 2017. Et ensuite, il y en a eu d'autres. 2017, octobre 2017, toujours en auto-édition, par contre, parce que City m'a pas donné de nouvelles pour la publication. Ensuite, en 2018, on a eu la première version de Sortez-moi de là avec le chien et les lunettes cœur, d'où cet accessoire que j'ai et que je balade partout depuis des années. Et pareil, celui-là a cartonné en auto-édition. Et c'est cette année-là aussi que j'ai rencontré ma bonne étoile qui était alors qui allait passer au Cherche Midi, donc qui est Noël Mémaroglou, qui est désormais mon éditrice. Mais on s'est loupé en 2018, mais on s'est retrouvé en 2019. Alors en 2019, j'ai écrit ça pour l'édition traditionnelle et pour l'auto-édition, j'ai écrit celui-là. Donc on a eu cette publication en 2019 et ensuite en 2020 sont parus donc au Cherche Midi ces deux romans, Ceux qui s'aiment finissent toujours par se retrouver, que tu présentes maintenant désormais au format poche. Voilà, exactement. Là, on est dans un apéro spécial poche, donc il va falloir que tu nous parles de ton poche, en fait. De quoi ça parle? Ouais. Et j'y viens. Et donc, c'est l'histoire de trois femmes, Justine, Catherine, Liliane. Elles sont toutes les trois d'une même famille. Donc, Justine est la petite fille, Catherine est la maman et Liliane est la grand-mère. Alors, quand je dis petite fille, c'est Justine est la petite fille de Liliane, elle a 22 ans. Et toutes les trois ont une problématique, voilà, une génération de femmes. Et toutes les trois ont une problématique sentimentale différente. Justine, elle a 22 ans, elle a un copain, mais elle sait pas très bien si c'est l'homme de sa vie. Catherine, la maman, elle est mariée depuis 30 ans, mais elle est clairement amoureuse de son collègue de travail et ça la perturbe beaucoup. Et Liliane, la grand-mère, se met à rêver subitement, voilà, de son tout premier amour,
dont tout le monde ignore l'existence. Et donc, Justine se rend compte que sa grand-mère ne va pas bien. Elle va essayer de lui tirer les vers du nez et ainsi de suite. Voilà. Et en fait, chacune a cette problématique sentimentale personnelle, mais chacune va avoir besoin de l'autre pour avancer. Et donc, c'est un roman choral, ce qui fait qu'on est dans la tête des 3 personnages à tour de rôle. Et donc après, ça aborde des sujets que moi que j'adore, évidemment l'amour, mais là il est plus question d'amour en fait, d'amour filial plutôt que d'amour envers la personne, l'être aimé. Donc c'est un roman auquel je tiens beaucoup. Alors c'est vrai que l'année dernière, avec la situation sanitaire, le grand format est passé très inaperçu dans les librairies. Mais du coup, c'est vrai que là, avec en plus la petite pastille sélection prix des lecteurs, j'espère qu'il va rattraper un petit peu son retard. Mais c'est pour ça qu'on dit que le livre de poche, c'est une deuxième vie, en fait. C'est bien. Ah oui, clairement, ouais. Et puis là, justement, les gens... Donc, il était dans la sélection. Les gens viennent faire le plein de poches pour l'été. Ouais. Il y a une formidable relation, justement, entre la petite fille et la grand-mère, qui va ressouder la relation de la mère, de la grand-mère et de la mère. Est-ce que tu t'es servi de ta propre famille, tes propres relations avec ta grand-mère ou pas forcément? Alors, en fait, j'ai énormément de regrets parce que d'abord mes grands-mères habitaient en Italie, et moi j'étais en France et donc je les voyais pas beaucoup et on n'avait pas une énorme communication. Mon grand regret, c'est que je pense que ces gens-là, enfin les grands-parents en général, à cette époque, enfin de cette génération-là, étaient extrêmement pudiques sur leurs sentiments et ils avaient pourtant des tonnes de trucs à nous raconter parce qu'ils ont vécu, pour certains, les 2 guerres. Et j'ai beaucoup de regrets parce que en fait, la vie fait qu'on se pose pas près d'eux pour les écouter, quoi. Donc aujourd'hui, j'essaie je demande en tout cas à mes enfants de se poser auprès de leurs grands-parents pour qu'ils partagent. Après, il y a des choses évidemment qu'ils partageront pas, mais voilà, moi j'ai ce regret et donc j'ai voulu créer effectivement une relation idéale entre Justine et Liliane. Parce que je pense que, et pour le coup, il y a des lecteurs qui m'ont dit, mais moi j'avais cette relation avec ma grand-mère et j'ai trouvé ça génial de la retrouver dans ce roman. Et puis en même temps, je pense qu'on a la maman et sa maman, enfin on peut avoir des relations conflictuelles avec sa propre maman selon l'âge que l'on a. Et donc oui, je pense que j'avais envie de parler de conflits qu'il existe entre les générations, mais surtout de cet amour en fait qui est énorme et inquantifiable, qui apparaît souvent aussi dans les moments qui sont les plus difficiles, il se révèle à ce moment-là. Et donc c'est un roman vraiment que j'adore. Il est très différent de mes précédents romans qui étaient peut-être plus humoristiques. Quand je l'ai écrit, je me souviens que j'étais très anxieuse parce que j'avais peur justement que l'humour ne soit pas perçu. En tout cas, moi, je le trouvais pas forcément drôle. Et pour le coup, là, pareil, mes lecteurs me rassurent en me disant la grand-mère, elle est pétillante. Et puis certains quiproquos et certaines situations font qu'il reste quand même drôle, quoi. Ça reste un feel good. Voilà. Je pense qu'on le referme avec le sourire et puis l'envie de serrer dans les bras les gens qu'on aime. Oui, c'est vrai, complètement. Voilà. Alors du coup, la transition est toute trouvée. Parfaite. Avec Anne-Gaëlle, puisque Anne-Gaëlle, toi, tu as commencé à parler de grand-mère dans tes 2 premiers romans. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu également ton aventure jusqu'à l'écriture? Oui, absolument. Donc bonjour à tous. Moi, j'ai t'entends pas très bien. Est-ce que là vous m'entendez mieux? Non. Non, on t'entend pas mieux, je sais pas. Là, on t'entend plus. Bon, remets les oreillettes, tant pis, on va faire... Moi, je vous entends, mais là, je sais c'est pas bon, si là. vous m'entendez.
Ouais. Et vous me voyez ou pas? C'est ça a bon. bugué. Ok. Donc moi j'ai commencé à écrire. Moi j'ai toujours écrit depuis que je suis toute petite, mais je m'étais jamais dit qu'un jour je serais écrivain. C'était pas du tout une obsession. J'ai 1000 autres trucs dans ma vie qui me passionnent. Tout va bien. Mais voilà, un jour je suis partie vivre à New York et j'ai eu 2 mois devant moi pendant lesquels j'attendais un permis de travail parce qu'on a besoin pour travailler aux États-Unis. Et à ce moment-là, j'ai écrit une comédie que j'ai postée en ligne sur un site d'auto-publication parce que j'étais loin et j'avais envie que mes amis et ma famille aient une facilité pour lire ce roman que je m'étais amusée à écrire sans grande ambition, mais c'est pas négatif de dire ça, quoi. Je le vivais très très bien. Et puis voilà, de fil en aiguille, ce livre est tombé dans les mains de gens qui l'ont apprécié. Et puis s'est retrouvé en librairie par le biais d'un auteur. Ça a donné lieu ensuite à un deuxième roman qui s'est appelé Le bonheur n'a pas de rides et qui est paru au Livre de Poche il y a pas très longtemps, il y a 3 ans je crois. Et c'est une aventure fantastique qui a commencé à ce moment-là parce que ce roman il a été porté par beaucoup de lecteurs et voilà. Et donc aujourd'hui je suis écrivain chez Albin Michel et mon dernier poche s'appelle Les Demoiselles. Je sais pas si vous me voyez parce que moi j'ai plus de caméra, mais voilà. Qui est un roman que j'ai pris un plaisir fou à écrire. C'est donc mon 3e roman publié en poche. En effet, les 2 précédents avaient pour héroïne des vieilles dames. La première s'appelait Paulette, la deuxième s'appelait Janine. Et pour autant, je ne pense pas être une personne qui écrit que sur les vieilles dames. C'est une question qu'on me pose souvent. C'est vrai que j'ai beaucoup d'affection pour les vieilles dames, à plusieurs titres. Déjà parce que je trouve qu'elles font des personnages formidables, parce qu'elles ont vécu plein de choses, qu'elles nous parlent de temps que nous, on n'a pas connu, parce qu'elles nous parlent d'amour, de regret, d'espoir. Elle nous donne quelques leçons de vie. Et puis aussi parce que moi, pour écrire ces personnages-là, je me connecte à ma grand-mère, celle qui m'a élevée en Provence, pour qui j'ai une affection infinie. Et me reconnecter à elle, c'est me reconnecter aussi avec mes souvenirs d'enfance. Et ça me permet d'infuser dans mes livres à la fois une forme de mélancolie joyeuse, mais aussi une vraie joie de vivre, beaucoup d'espoir. Donc c'est pour ça, je crois qu'au début, comme je débutais, c'était pas évident pour moi d'écrire des romans. Je me suis connectée à ces émotions-là qui étaient directes, qui étaient immédiates. Et voilà, et ça fait un joyeux mélange d'humour, mais aussi sans doute de sensibilité, de joie de vivre et d'obscurité aussi parfois. Voilà, et c'est comme ça que sont arrivées Les Demoiselles. Les Demoiselles se déroulent donc au Pays Basque. Vous voulez que je vous le raconte ou non? Absolument. Ouais. Donc les Demoiselles, ça se passe au Pays Basque, au cœur de la Soule exactement, à 1h30 de la côte. La Soule, c'est une terre de rivières, de montagnes, une région très sauvage au cœur du Pays Basque, où au début du XXe siècle, on est en 1920, il y avait la capitale de la production d'espadrilles. Il faut savoir qu'à l'époque, tout le monde portait des espadrilles. Aujourd'hui, c'est un accessoire de mode un peu bobo, hein, on dirait. Mais à l'époque, il n'y avait pas de basket, il n'y avait pas de bottes en caoutchouc, il n'y avait rien. Voilà, à part les sabots et les mocassins. Et donc, les ouvriers, les bergers, les gens qui faisaient du sport, les jeunes, les vieux, tout le monde portait des espadrilles à tel point que la production n'était jamais assez suffisante pour les ateliers, les usines d'espadrilles de Mauléon. Mauléon, donc, la capitale de la Soule, dans cette petite région du Pays Basque. Et donc, pour aider à la production infinie de ces espadrilles, on faisait venir des petites mains clandestines depuis les villages très pauvres au pied des Pyrénées, des jeunes Espagnols qui avaient à peine entre 8 et 16 ans et qui prenaient la route le premier jour de l'automne pour traverser à pied les Pyrénées au péril de leur vie, un voyage de 2 jours dont beaucoup ne revenaient pas parce qu'elles mouraient pendant la traversée. C'est extrêmement froid en octobre dans les Pyrénées. Et pour celles qui arrivaient, commençait alors une aventure formidable à Mauléon, où elles devenaient couseuses d'espadrilles et où pendant 6 mois, elles se constituaient un trousseau, elles gagnaient de l'argent pour enfin pouvoir rentrer au village les bras chargés de cadeaux. Elles repartaient en Espagne le premier jour du printemps et c'est pour ça qu'on les appelait les Hirondelles. Je suis partie de ce fait historique qui m'a touchée parce que de ces femmes-là, on n'a aucune trace. Elles étaient analphabètes pour la plupart. Certaines sont tombées amoureuses de Français, donc elles sont aujourd'hui dans les arbres généalogiques de beaucoup de Basques français, mais on ne savait rien d'elles. Et donc, je suis partie de ce personnage, Rosa, qui a 15 ans le jour de son départ pour la France et qui est appelée à un destin exceptionnel dans le monde de la mode parisienne. Elle va rencontrer à Mauléon des cocottes, ces femmes qui aiment les hommes presque autant que le champagne, et grâce à elles, peu à peu, s'éveiller au destin exceptionnel, comme je vous le disais, qui va être le sien. Voilà. Donc ça s'appelle Les Demoiselles. C'est disponible au Livre de Poche. Ce livre est reçu
3 prix, dont le prix des lecteurs Culture Presse, le prix des lecteurs U. Il est, je crois, parfois très dramatique. C'est une saga sur un siècle entier, mais aussi extrêmement joyeux, virevoltant, coloré. Et voilà, et j'adore ces personnages. Je me suis beaucoup attachée. Et donc, tu es tombée sur, puisque tu racontes que c'est un fait historique, tu es tombée dessus par hasard quand tu es allée en vacances au Pays Basque. Comment ça s'est passé, en fait? Alors moi, j'ai mon autre grand-mère qui est béarnaise, c'est-à-dire qu'on a une maison de famille à Mauléon, juste à côté de Mauléon, et moi, j'y vais tous les étés. Je passe un mois et demi là-bas avec mes enfants. Ça me permet de me ressourcer. Il se passe pas grand-chose là-bas, hein. Par les brebis, le fromage et les espadrilles, on a vite fait le tour. Et c'est ça qui est bien, c'est que quand on est un peu une excitée comme moi, qui habite à Paris, qui court partout, ça permet de souffler, de se reconnecter à soi, et puis de marcher un peu le nez au vent, comme ça, pour attraper les idées, écrire des romans. Et tous les ans, évidemment, il y a le passage obligé chez Don Quichotte, c'est l'atelier d'espadrilles local, où je vous recommande d'aller. Et puis ce jour-là, je sais pas pourquoi, c'est marrant, hein, les idées comme elles vous tombent dessus parfois. Comme chaque année, je discutais avec Philippe, il présentait l'histoire des espadrilles aux visiteurs de passage. Et je sais pas pourquoi il se m'a parlé des hirondelles, j'avais jamais vraiment, je sais pas, entendu parler de ça. Et là, ça m'a fait comme un coup de foudre. C'est comme si tout à coup, tout s'arrêtait. Il y avait plus de bruit, plus de son, plus d'images. Et j'ai su que l'histoire de ces femmes allait m'habiter longtemps. Comme si elles m'avaient choisi, comme si moi, je savais que pendant 1 an, j'allais dédier ma plume comme un bras armé pour raconter leur histoire, entre autres, et aussi celle des cocottes, hein, ces prostituées de luxe qui font irruption dans le roman sans bien qu'on sache vraiment pourquoi. Voilà comment ce roman est né. Je saurais même pas. Ça donne le vertige, hein, ces trucs-là, parce qu'à chaque fois on vous dit comment viennent les idées, et vous vous dites mais je sais pas. Et en fait on aimerait bien savoir pour pouvoir réappuyer sur le bouton à chaque nouveau roman. Mais voilà, c'est un peu magique. L'idée de tomber dessus, en fait. Ouais, moi je suis assez mystique dans cette approche de l'écriture. Je crois qu'il n'y a pas de hasard, et je crois que c'est un peu les idées qui nous choisissent, quoi. Et si vous n'êtes pas là pour les recevoir, elles vont chez quelqu'un d'autre. Voilà, je crois que ces demoiselles, elles m'ont choisi moi, peut-être parce que j'aime le champagne, j'aime la sororité, j'aime les femmes, j'aime la fête. Et puis moi aussi, j'ai mes secrets un peu dramatiques, j'ai ma part d'ombre. Voilà. Tu parlais des cocottes et on les retrouve dans ton grand format Albin Michel. Oui, merci d'en parler. Donc, c'est ce que les étoiles doivent à la nuit. Moi, j'ai enchaîné les deux, du coup, parce que j'avais envie de retrouver tes personnages. Certains, voilà. En tout cas. C'est ça. Alors, ce que les étoiles doivent à la nuit, c'est pas une suite, parce qu'on peut lire les romans indépendamment. Mais c'est vrai que si vous avez lu Les Demoiselles, c'est encore plus savoureux parce qu'on y retrouve Rosa et Lise et plein d'autres personnages qui courent, qui caracolent dans Les Demoiselles. Là, il est question de gastronomie. Ça se passe dans les cuisines d'un restaurant étoilé, entre autres, mais aussi dans une villa mystérieuse perchée sur les hauteurs de Biarritz où se déroulent des fêtes étranges, secrètes et interdites. Voilà, donc de belles lectures pour l'été. Et c'est tout à fait dans la thématique de la mélancolie joyeuse dont tu parlais tout à l'heure. Je trouve que oui, absolument. C'est une description qui me va bien parce que sous couvert de sourire, de rire, de couverture colorée, il m'arrive en effet moi aussi de parler de choses assez graves. Il arrive des choses à des personnages qui sont voilà parfois dont ils se remettent pas forcément et c'est pas grave. C'est ça aussi la vie, c'est d'apprendre à jouer avec les cartes qui nous sont données. Mais c'est vrai que souvent dans mes romans, ce qui est en commun, c'est que les gens se recréent une famille avec d'autres qui vont les aider à se reconstruire. Donc, il est question beaucoup de reconstruction assez lumineuse. Et puis, dans le dernier, surtout de terroir et de gastronomie, quoi. Bien. Tu m'as donné faim avec le dernier parce que tu parles de gastronomie, tu parles de bouffe, de recettes et tout. Et c'est vrai que du coup... Puis en plus, c'est l'heure, quoi. Ouais, moi aussi, j'ai faim, j'ai le ventre qui arrive. Pour écrire ce roman, j'ai passé une semaine dans les cuisines d'un restaurant étoilé à Bidart, pas très loin de la côte basque, pour ceux qui connaissent. Enfin, sur la côte basque, donc pas très loin de Mauléon. Et c'était vraiment un régal, une symphonie des papilles, mais aussi d'émotions. C'était fou d'être de l'aube jusqu'aux heures avancées de la nuit, collé à ces chefs qui vivent que pour la 2e étoile qu'ils essaient d'atteindre. C'est bouleversant. C'est des gens qui sont des émotifs anonymes, des émotifs muets, qui parlent avec leurs mots plus que avec leurs mets, quoi. Enfin, c'est plus avec leurs mets qu'avec leurs mots. Enfin, il y a vraiment ce truc dans l'assiette, il y a énormément d'émotions qui passent. Et j'espère, que ça rejaillit dans le roman. Et t'as goûté tous les plats?
Évidemment. Je ne fais que manger. Évidemment que j'ai choisi ce sujet pour ça. Non, je plaisante, mais je ou pas. Mais ouais, j'adore manger. Moi, je suis une vraie épicurienne et voilà. Et tout. Oui, c'est vrai que il y a beaucoup de choses. C'est une très grande cuisine, une très grande brigade, une très grande table aussi. Et donc, évidemment, qu'il m'avait à la bonne. Et toutes les 5 minutes, on déposait sur mon cahier de notes une petite chose à grignoter. Donc, toutes les recettes dans le livre ont été testées et approuvées. Voilà. Par Anne Galuon. Voilà. Bah, si ça donne pas envie de le lire. Alors, le prochain, je vais laisser Carole présenter parce que c'est grâce à elle que je l'ai lu. Oh, bah, écoute. Einstein, le sexe et moi, d'Olivier Liron. Ouais. Alors, pour la petite histoire, Olivier, tu as reçu notamment le Grand Prix des blogueurs littéraires. Et moi, je ne t'avais pas lu tout de suite parce que c'est comme tout. On a une tonne de livres à lire et puis il y a des moments, il y a des envies. Et c'est l'été dernier, en fait, tout simplement, que j'ai... Ouais, je cherchais plus, mais j'étais en librairie et ton livre m'a sauté aux yeux. Donc, je l'ai pris, je l'ai lu. Et j'ai dit à Caro, il faut absolument le lire. C'est mon petit bijou de l'été. Mais elle m'a pas laissé le choix, en fait. Hein. Donc, du coup, je suis partie en vacances en Bretagne avec parce qu'elle m'a dit, sinon, je te parlerai plus jamais. J'aime bien aussi, tu vois, découvrir des livres après, en fait. Après l'actualité, après l'info. Alors, c'est à double tranchant parce que parfois, tu es hyper déçu parce que tu en attendais énormément. Tu as mis beaucoup d'espoir. Et en fait, celui-ci, bah, c'est tout l'inverse. J'attendais rien de spécial. Le titre m'intéressait, le sujet m'intéressait, mais la rencontre s'était pas encore faite et elle s'est faite l'été dernier. Alors, Olivier, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es et comment tu en es venu à écrire ce livre, s'il te plaît? On n'entend pas ton micro, il est coupé. Ouais, faut que tu remettes le son. Alors, le livre d'Olivier, pardon, fait partie de ces livres dont je n'accepte plus les gens dans mes apéros s'ils ne l'ont pas lu. Non mais merci Caroline, c'est super gentil. Ça me touche. Qui je suis et dans quelle étagère. J'ai fait ce bouquin qui raconte en fait comment j'ai joué à Question pour un champion quand j'étais étudiant, qui est un jeu que j'ai gagné à 10 reprises et en compagnie de Julien Lepers et de sa mélancolie joyeuse. Voilà. Donc c'est dans la veine du jour, je crois, ce livre. Ouais, il y a à la fois le parcours de quelqu'un qui se sent et qui se reconnaît, pas forcément en fait dans le monde et qui se met à jouer à ce jeu dans l'espoir quand même de un petit peu prendre sa revanche, quoi, parce que c'est ça que ça raconte. Et puis il finit par franchir toutes les étapes. Donc le récit raconte à la fois ce parcours et cette immersion dans le jeu télé qui est Question pour un champion, avec les projecteurs, la lumière, le stress, les madeleines qu'on trempe dans le café, la coiffeuse, la billeuse, le boîtier qui se décroche, la question sur la reine des Francs née vers 475 à Lyon, fille du roi des Burgondes, et ainsi de suite. Et sert de fil un petit peu mnésique, quoi, de mémoire pour vraiment aborder en fait l'enfance et un petit peu mon parcours, quoi. Et du coup c'est à la fois, je pense, entre le rire et aussi une forme de gravité et d'émotion. Enfin, j'espère qu'il y a les deux, quoi. Et trouver cet équilibre, effectivement, c'est assez intéressant. J'écoutais un petit peu ce que disait Anne-Gaëlle, qui est une amie et dont je recommande aussi beaucoup les romans. C'est vrai que c'est toujours délicat d'aborder des fois des sujets graves et puis en même temps de le faire avec une forme de fun et de légèreté. C'est pas facile à trouver l'équilibre là-dedans. Donc et il a eu un succès formidable, mais je veux dire, moi, pour le coup, j'ai jamais eu de succès, quoi, avant ce livre. C'était pas non plus ce que je cherchais absolument. Je cherchais à m'exprimer, à écrire, et voilà. Mais grâce aux blogueurs, grâce à Internet, pas que, grâce aussi aux auteurs, aux amis, aux journalistes, etc. Mais je dirais qu'il a un c'est super. Donc du coup, on a beaucoup parlé de ce bouquin et que j'aime beaucoup, en fait, auquel vraiment je tiens beaucoup. Donc il s'appelle Einstein, le sexe et moi. Et ouais, j'ai beaucoup de gratitude, bien sûr, pour toutes les personnes qui ont fait que c'est devenu un best-seller, quoi. Voilà. Donc c'était un succès carnivore. Non, parce que j'ai prévu de dire le mot carnivore, mais je ne dirai pas qui m'a demandé de dire le mot carnivore. Donc voilà, c'était vraiment super cette aventure. Donc merci, et puis merci Caroline de m'inviter et c'est super, ouais, c'est une belle aventure. Et donc, alors, comme tu dis, c'était vraiment un roman en deux teintes, parce qu'en fait, à la fois il y a le parcours de ce petit enfant différent qui s'en prend un peu plein la tronche. Et puis, il y a tout ce qui va se passer dans les coulisses de l'émission Question pour un champion. Et t'égratines vachement Julien Lepers, c'est vachement drôle parce que... Qu'est-ce que c'est drôle, ouais. Voilà, on sort de ça gentiment. un petit peu dur de l'enfance
de ce petit garçon qui se fait malmener. Et puis c'est vrai que Julien Lepers, on est mort de rire parce que tu le croques vraiment exactement comme nous on le voit en tant que téléspectateur. Mais en plus, tout le monde connaît Julien Lepers. Est-ce qu'il a lu le livre? J'imagine que oui. Oui, il m'a envoyé un message très gentil en disant qu'il avait beaucoup, ça l'avait amusé. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'étais dans une librairie à Cagnes-sur-Mer, dans le sud, très sympa d'ailleurs, Virginie et Aurélie. Et cette librairie-là, en fait, avait invité Julien Lepers. Et comme il habite, je crois, du côté de Nice. Et donc, Julien Lepers, en fait, les appelle le lendemain matin, s'il s'était trompé de jour, en disant, ouais, j'arrive ce soir, je suis super motivé. Ils avaient organisé tout un truc, c'était censé être la surprise, en fait, que pendant la rencontre avec les lecteurs, il y a Julien Lepers qui soit là, quoi. Sauf qu'en fait, il s'est trompé de jour. Donc, je l'ai jamais revu depuis, pour l'anecdote, mais je sais qu'il a apprécié le livre, oui. Il a pas mal pris parce que parfois, tu te moques un peu de lui, tu vas un petit peu faire de temps en temps. Non, je pense que c'est assez tendre parce qu'il n'y a pas le regard. Je voulais pas écrire moi, j'ai un parcours universitaire, plutôt intello. Je voulais pas avoir un regard surplombant sur l'univers des jeux télé et sur ma propre expérience. Donc, je voulais pas plaquer, en fait, un regard distancié sur les jeux télé. On est vraiment, le pari, en fait, c'était d'être à l'intérieur en immersion dans la tête du personnage et de revivre tout ce que lui traverse une fois qu'il est dans la lumière des spots et qu'il doit traverser cette aventure, ce voyage, cette navigation qui est le jeu télévisé vu de l'intérieur de la part d'un jeune homme voilà qui est en décalage avec le monde. Et donc Einstein le sait que c'est moi, en fait, c'est la lisais tout à l'heure une phrase d'Einstein qui est assez connue, mais qui dit qu'en gros le travail c'est 99% dans la création et que le don, le talent, c'est 1%. Donc j'ai pas mal bossé sur ce bouquin pour réussir à retranscrire, en fait, c'est-à-dire me replonger dans les mémoires. J'ai fait pas mal d'hypnose et des trucs comme ça, et pour essayer de trouver cette légèreté, cette fluidité dans le récit. Et ça raconte cette traversée-là, quoi, avec humour, j'espère aussi quand même. Et puis c'est une belle histoire. Après, de ce que je raconte un peu dans le bouquin, mais sans trop spoiler, c'est que il y a du coup la promesse que j'ai faite quand j'étais gamin à ma grand-mère, dont je suis aussi très proche, c'est la soirée grand-mère. Et donc ma grand-mère Josepha était vraiment je lui ai fait une promesse quand j'étais enfant, quoi. On regardait, j'étais sous la table du salon et je regardais, et des fois j'avais une réponse. Donc ma grand-mère disait un jour tu vas te présenter, et donc je lui avais dit que je le ferais. Et donc quand plusieurs années plus tard, quand même, je participais à ce jeu, elle regardait avec ses voisines dans sa résidence pour seniors. Elle regardait l'émission, et donc tous les dimanches les gens venaient la voir, et moi après chaque émission je rappelais que c'était devenu la grand-mère du champion. Elle a vécu comme ça grâce à la télévision une petite ascension sociale dans son quartier, mais c'était très rigolo parce que je lui dois beaucoup de choses aussi. Donc j'ai dit à la fin c'était elle qui m'avait tout appris. C'est aussi une métaphore quand même de beaucoup d'autres choses, parce qu'elle n'a pas appris à lire, elle n'a pas appris à et alors du coup les voisins étaient persuadés qu'elle savait vraiment toutes les réponses à Question pour un champion. Bon, maintenant ils vont toujours la voir avec un immense respect pour lui demander des questions pour lui poser des questions sur à peu près tout, mais ouais, c'était un peu cette idée, quoi, de raconter une trajectoire, quoi, finalement, qui peut concerner tout le monde aussi, de rejet, d'exclusion, qui est complètement universelle, mais de partir de mon expérience et de raconter ça au prisme d'un jeu télévisé. En tout cas, moi, j'adore tous les posts que tu fais sur Josepha, ta grand-mère. À chaque fois, je les trouve à la fois tendres, savoureux, rigolo. Il y a beaucoup de choses dedans. Elle a vécu le Covid avec sérénité, et là, elle est contente d'être sortie de ce qu'elle appelle les bordels. Alors, juste avant de passer à Marie, je voudrais lire un tout petit extrait, enfin une phrase qui m'avait marqué. Tu écris dans Einstein, le sexe et moi. Dès la naissance, on ne le sait pas encore, mais il n'y a plus qu'à attendre la mort en essayant d'être tendre avec soi, le plus tendre possible, aimant avec les autres, le plus aimant possible, et révolté contre tout le reste. Il suffit de le comprendre pour que la vie devienne une fête. Et je trouve que c'est parfaitement à l'image de ton livre, où effectivement, quand tu le termines, tu dis que la vie est une fête, et qu'il ne tient qu'à nous de le décider. La vie est une fête, la vie est belle, la vie est très très belle, Caroline. Voilà, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup plu. Et ce qui est génial avec les poches, c'est que les poches, ils peuvent avoir une vie qui dure et qui dure et qui dure. Son livre, il est sorti il y a 2 ans. Je remercie mon éditeur Point, qui est génial, qui a fait un super, super. Et donc, la couve est sympa d'ailleurs. Hein. Il a eu des prix aussi, il a eu des prix. Il était dans Elle Magazine. Et le livre continue à vivre, donc c'est génial, c'est génial. Ouais, donc prenez-le cet été, vous verrez, vous ne serez pas déçus.
Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces mots sur ce bouquin. Ouais. On présente Marie? Alors, moi, je monte la couve de Descartes pour les jours de doute, de Marie-Robert chez J'ai lu. Alors, Marie, c'est aussi l'histoire d'une rencontre. On parlait de Saint-Louis tout à l'heure, mais il n'y a pas eu que Saint-Louis. Il y a eu plein de rencontres avec Marie, alors qu'à la base, on ne se connaît pas. La rencontre, c'est vraiment le livre, en fait. Descartes ou les jours de doute, c'est le deuxième livre que tu as publié, mais le premier, c'est Quand tu ne sais plus quoi faire, il y a la philo, c'est ça? Et donc, c'est ce premier, en fait, l'histoire de la rencontre. Descartes, c'est la suite, et puis il y a encore la continuité, puisque tu as sorti ton premier roman, Pénélope, Le voyage de Pénélope, en novembre dernier. J'avais vraiment envie que Marie soit avec nous, parce que quand tu disais tout à l'heure, Caro, qu'on a différents styles de livres, ben là, c'est encore complètement autre chose. Marie, elle est connue sous le pseudo Philosophie is sexy. Et je trouve que c'est parfait comme appellation. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es et comment tu en es venue à écrire ces livres qui nous font beaucoup de bien? Bah, écoute, avec plaisir. Déjà, merci à tous parce que je trouve ça quand même super, même d'être voilà, même derrière notre écran, de vous entendre, de partager, et puis de voir les différents moments d'écriture et même la manière dont on présente un livre, c'est intéressant de voir toutes les identités narratives, ce qu'on raconte quand on est auteur sur notre propre livre, c'est assez fascinant. Donc merci à toutes les deux d'avoir fait ça, et puis merci évidemment à Caroline pour sa confiance évidemment dès le départ. Pour me présenter, c'est toujours un peu difficile parce que j'ai plein de casquettes. À l'origine, effectivement, je suis prof de philo à la fac, au lycée, dans différents endroits, lieux, espaces. Ma deuxième casquette, c'est effectivement que j'ai créé des écoles Montessori à Marseille, à Paris, à Clichy, donc une vision plus entrepreneuriale aussi et de la transmission. Et puis la dernière casquette, c'est effectivement d'être auteur aussi bien de podcasts que de livres. Mais le fil conducteur, ce qui nous emmène à Descartes et enfin au premier livre qui était Quand tu sais plus quoi faire, il reste la philo, et à Descartes, c'est vraiment la passion de la transmission et essayer surtout de faire de la philo autre chose que cette matière passablement traumatisante pour beaucoup de lecteurs, cette matière très élitiste, très bourgeoise, très masculine, très poussiéreuse. Donc c'était vraiment mon ambition, c'était de dire mais moi j'ai été bouleversée par la philo aussi bien en tant qu'élève qu'en la transmettant, qu'en l'enseignant. Et ça m'embêtait qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, quand je dis je suis prof de philo, que la personne soit je suis un SAV des copies de terminale, où tout le monde me dit mais moi je ne comprends pas pourquoi j'ai eu 4, je ne comprends pas, j'avais fait un super sujet. Donc soit SAV des copies de terminale, soit penser que les profs de philo sont tous relous et vieux et barbus, soit penser que c'est une matière prétentieuse. Donc effectivement, j'avais vraiment envie de montrer les choses autrement. Alors, on dit beaucoup vulgariser. Ça veut tout dire et rien dire, vulgariser. Parce que moi, ce qui me tenait à cœur, c'était de dire, c'est plutôt de dire finalement, à partir du moment où on prend un petit espace pour réfléchir, à partir du moment où on n'est pas juste dans la performance, où on n'est pas juste dans la consommation, où on prend un tout petit peu de recul sur toutes les choses qui nous arrivent, eh bien finalement, on est déjà en train de pratiquer la philosophie. On n'est pas expert, on n'est pas philosophe, on n'est pas universitaire, on n'est pas chercheur, mais on est déjà en train d'enclencher un raisonnement philosophique. Et non seulement je crois qu'on partage tout ça, mais même un livre, même un roman, et vous l'avez prouvé dans toutes vos présentations, on manipule des concepts de philosophie. Dans tous les romans sont des laboratoires de pensée. On parle pas d'autre chose que d'amour, de liberté, de vérité, de peur, d'angoisse, d'acceptation. En fait, le roman est un laboratoire de philo. Donc, j'avais vraiment envie de donner une autre vision, une autre ambition sans trahir le contenu. Et c'est comme ça, effectivement, que m'est venue l'idée d'abord du premier et ensuite de Descartes. C'était de présenter 12 situations de la vie quotidienne. Donc, vraiment des situations... alors, dans le premier, c'est aussi bien aller chez Ikea, donc Spinoza chez Ikea, Aristote et Gueule de bois, Wittgenstein, mes beaux-parents et moi. Je fais des jeux de mots également dans ma vie. Donc, c'était vraiment prendre des situations assez universalisantes, c'est-à-dire voilà, être dépassé par les événements, parce que dans tous les moments de vie qui sont des moments de crise, donc d'avoir une petite partie récit et puis une partie regard du philosophe. Pas du tout un regard genre je te fais une leçon de morale, pauvre humain que tu es, et je t'explique la vie, mais plutôt de dire
Ce qui est intéressant, c'est comme si le philosophe venait près de nous et nous disait, cette situation, on peut la percevoir autrement. Et le fait de l'analyser, le fait de la déplier, de la décortiquer, fait qu'on traverse peut-être un peu différemment la crise. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça veut dire en tout cas qu'on la traverse un peu différemment. Donc effectivement, c'est ce que j'ai fait avec Kant. Et puis, j'avais envie de continuer l'aventure avec Descartes. Et donc, c'est 12 autres situations, des situations un peu différentes, avec cette fois-ci que des philosophes français. Et des situations qui sont aussi bien la honte que la maladie, que la timidité. Donc, des choses un peu plus introspectives que le premier, qui était un peu plus tourné vers l'extérieur. Descartes, c'est un peu plus introspectif. Moi, Marie, j'aurais rêvé de t'avoir comme prof de philo, parce que moi, j'avais un vieux barbu, et je t'avoue... le vieux barbu. J'allais en cours de philo, pas hyper motivée. Aude avait un prof de philo super sexy. Alors c'est marrant, il y a plein de réactions dans le chat. Je vous ferai un copier-coller à tous les auteurs invités. On vous enverra les réactions, comme ça vous pourrez lire tranquillement. Moi, c'est ce que j'ai adoré effectivement dans tes livres, Marie, parce que pour le coup, la philo, c'était pas spécialement mon truc. Mais déjà, j'ai bien aimé ce jeu de mots sur la couverture. Quand tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo. Et d'ailleurs, mes enfants, quand je reçois des livres, en fait, c'est eux qui ouvrent les enveloppes. Et quand ils ont vu Kant, ils me disent « Mais elle s'est gourée, ça s'écrit pas comme ça. » Donc, c'était très drôle. Alors, est-ce que c'est pour ça que je l'ai lu? Je sais pas. Toujours est-il que ce que j'ai aimé, c'est qu'effectivement, c'est pas un livre sur la philosophie. C'est 12 exemples de la vie quotidienne, hein, Kant comme Descartes. Et en fait, tu pars d'une situation qu'on peut tous avoir vécue, en fait. On se retrouve, pas dans toutes les situations, mais dans plusieurs. Et la présentation aux beaux-parents, par exemple, effectivement, moi, je m'en souviens très bien. Et même si on n'a pas vécu ça, en fait, on voit très bien la scène. Et puis, à un moment donné, tu dis stop, parce que c'est très court, donc on est vite dedans. Tu dis stop et tu dis qu'est-ce qu'un philosophe n'aurait pu nous apprendre pour nous aider peut-être à prendre du recul dans cette situation, pour pas être au bord de la crise de nerfs, complètement passé pour une hystérique. Et finalement, bah oui, c'est pas une philosophie poussiéreuse, c'est juste une façon de penser, en fait. Moi, j'ai envie de dire ça. C'est une façon d'être et de penser qui fait que finalement, ça fait toujours du bien de s'arrêter 5 minutes et de prendre le temps pour réfléchir à ce qu'on fait, à qui on est, où on va. Et je voulais aussi en profiter pour dire que Marie a un compte donc Instagram Philosophie Sexy sur lequel tu prends la parole tous les matins. Et tous les matins, il y a la pensée du jour qui est très développée. Alors encore une fois, il y a des sujets qui nous touchent plus ou moins. Mais là, je me souviens de celui sur la liberté, là, comme un lundi, comme quoi tu es une femme de lundi parce que le lundi est le lundi de tous les possibles. Ça m'a fait tilt parce que voilà, il y a des choses qui nous parlent et il y a des choses qui nous font réfléchir. Et c'est pour ça que j'avais envie de présenter ce livre parce que je trouve qu'on a besoin aussi de sortir de nos habitudes. Et c'est pour ça qu'on a des livres aussi variés ce soir. Merci beaucoup. Et en fait, c'est exactement ça. Je rebondis juste sur ce point. Pour moi, la philo, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. C'est pas juste des citations, des concepts hyper compliqués. C'est juste fascinant de se dire que ça fait quand même 2000 ans qu'on traverse finalement la même complexité. C'est quand même fou de se dire au fond que on a 1000 manières de répondre selon les moments de notre vie et puis selon évidemment les espaces dans lesquels on se trouve, mais il y a cette continuité. Il y a Sonia qui lève le doigt. Oui, j'ai une question. J'ai une question parce que moi, dès que j'allume Instagram le matin, j'ai ton post du matin qui arrive donc tous les matins. Et d'ailleurs, j'interviens de temps en temps parce que je trouve ça super. Et je crois hier ou avant-hier, je t'ai même mis, j'aurais adoré t'avoir comme prof de philo. Tu te mets le réveil pour poster de si bonne heure? Comment ça se passe? Tu es insomniaque? Voilà, c'était une petite question technique. Même pas. Mais même pas, c'est juste que j'ai la chance, ou je ne sais pas si c'est la chance, en tout cas pour mon mari tous les matins, mais d'être un cabri dès 6h du matin. Donc je me réveille extatique. Je suis comme les enfants. Non seulement je suis une personne du lundi, mais une personne du matin. Oui. Donc je n'ai pas en fin de journée, mais la perspective d'un possible me réjouit toujours. Ça se voit depuis la journée, mais le matin, ça va très bien. C'est de la team Miracle Morning. Mais oui, mais naturellement, j'ai même pas besoin de le mettre. Non, mais je trouve que c'est toujours intéressant, même comme exercice pour soi, bien au-delà de ce que j'écris, de se dire le matin, quand on se réveille, quelle est la première pensée qui nous traverse. Et en fait, c'est souvent assez intéressant d'observer. Parfois, c'est un mot qu'on a entendu, parfois, c'est effectivement un truc qui nous a énervé.
c'est vrai que c'est de l'ordre de… Et finalement, juste tendre cette hypothèse et la partager, ben, c'est une chose qui, moi, en tout cas, me nourrit beaucoup. Donc, voilà, je suis ravie. Et ben nous aussi, figure-toi. Merci Marie. Merci. Alors, on va passer au dernier poche, qui est Vindicta de Cédric Tyr, sorti chez HarperCollins Poche. On a gardé le plus noir pour la fin, Cédric. Faut que tu remettes ton micro. Il était coupé. Et là, vous m'entendez? Là, c'est bon, on t'entend. Ouais, bien. Cool. Non, mais alors, je suis, salut à nouveau à tout le monde. Je suis ravi d'être là. C'est un plaisir de vous entendre tous parler de vos bouquins. Vous me donnez tous envie et tout envie de lire ce que vous faites. C'est vraiment un bonheur de voir le plaisir, la passion. En fait, les gens qui écrivent des bouquins, il y a quand même en commun cette envie de partage d'émotions humaines, quoi. Et dans des choses très, 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 très variées. Bon, moi, c'est différent. Effectivement, moi, j'écris de l'horreur. Donc, je suis là pour donner les cauchemars. Mais c'est la même chose. En fait, c'est le contraste avec la philo. C'est bien. Ouais, encore que, parce que les questions, surtout, j'ai commencé par faire vraiment du fantastique. Même si maintenant, je fais du thriller horrifique, ça reste de l'horreur, en fait, dans les grandes lignes, tout ce que j'ai toujours fait. L'idée, c'est comme tout le monde, en fait, tous les auteurs qu'on a là, on essaie de définir qui on est, on creuse des questions, on n'a jamais les réponses, mais on essaie de comprendre au cœur de chaque bouquin, c'est l'être humain, en fait, c'est nous. C'est pas forcément comment on devrait agir ou c'est voilà qui on est, et c'est pour ça qu'on lit des bouquins. Il y a cette expérience partagée, enfin ce rêve partagé, que l'auteur fait la moitié et le lecteur fait l'autre moitié en ouvrant le bouquin et en espérant qu'on se retrouve entre les deux. Mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai grandi en lisant Stephen King. Donc là, on est vraiment dans la lecture plaisir. Et en plus, c'était justement au niveau des cours pour Marie, quand c'était au collège à l'époque, hein, mais on nous enseignait des matières qui étaient rébarbatives, hein, c'était Balzac, il y avait déjà un fossé culturel déjà à l'époque. Alors maintenant, on n'en parle même pas. Mais et quand j'ai découvert des auteurs comme King, par exemple, on va parler de lui, mais c'était non seulement quelqu'un qui était divertissant. J'avais envie de savoir ce qui se passait dans les bouquins. Il parlait de choses qui sortaient de l'ordinaire. Et en même temps, il parlait de mon quotidien. Il parlait de la classe moyenne américaine, qui était finalement ce qu'on pouvait vivre en France à l'époque. Et je retrouvais toutes mes angoisses du quotidien, les questions familiales, de société. Enfin, c'était super riche. Ça dépassait du cadre. Et quand on écrit, je pense, c'est ce qu'on essaye de faire, chacun à notre manière. Et ça a été dit aussi, on fait pas ça pour forcément être super, enfin, comment dire, pour vendre énormément. On fait ça parce qu'on en a besoin, parce qu'on a des aventures à raconter, on a des choses qui nous passionnent et qu'il faut que ça sorte. En fait, il y a des personnages qui apparaissent et on se dit, il faut que je raconte cette histoire-là. Moi, c'est la seule chose qui me rend heureux dans la vie. Je me rends compte plus les années passent. Et du coup, il faut que je raconte ce que j'écris aussi, non? Caro, ouais. Ouais, c'est mieux. J'ai tendance à digresser. Là, tu es en train de nous faire Maître Capello, tu nous fais une petite synthèse de l'apéro, tout ça. Mais... Du coup. Ouais, mais il fait du suspense, donc il faut qu'il nous amène à la finalité. C'est ça. Non, mais j'ai commencé à raconter des histoires que j'aurais eu envie de lire, en fait, moi, déjà en tant que lecteur. Donc, c'était initialement, effectivement, c'est très inspiré par Stephen King. Donc, des histoires fantastiques, avec progressivement des enquêtes, parce que je suis passionné aussi par les mystères, les jeux de pistes, le côté suspense. Et donc, autant mes premiers bouquins étaient très empreintes fantastiques, cette part de surnaturel a disparu. Et mes 2-3 derniers romans sont vraiment des thrillers ancrés dans la réalité, dont Vindicta. D'ailleurs, il y a tes premiers fans qui t'en veulent vachement parce qu'ils voudraient avoir des nouvelles d'Eva. Ouais, alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant quelques années, j'avais écrit sur un duo de flics, Eva Svarta et Alexandre Vauvert, qui affrontaient des forces surnaturelles sur au moins 3 romans. Il y a eu 2 romans avec Alexandre tout seul et 3 romans où il était en compagnie d'Eva. Et comme je l'ai dit même régulièrement ces derniers temps, il y aura une 4e aventure parce que le fantastique n'en a pas fini avec moi. Mais non, tu n'avais pas dit ça. C'est une bonne nouvelle. Voilà, mais en fait, c'est pas un secret. Je n'ai pas encore commencé à l'écrire, mais j'ai un 4e tome en tête. Je sais exactement ce qui va se passer. Il faut que je trouve le temps de m'y mettre. Mais oui, le fantastique va revenir dans mes bouquins. Mais entre-temps, j'ai d'autres personnages, j'ai d'autres mondes
d'autres types de psychologie que j'ai envie d'exploiter, d'autres mondes obscurs, de creuser. Ouais, de choses, parfois des thèmes de société, parfois des questions existentielles. Je meurs d'envie de vous parler de mon prochain roman, mais j'ai pas le droit. Mais il y aura encore des choses très très personnelles dedans et justement sur le thème de l'identité, de voilà, qu'est-ce qu'on fait, qui on est, nos choix, quels sont les secrets qu'on cache. Alors, est-ce que tu peux nous pitcher Vindicta, s'il te plaît? C'est dur sans spoiler, et vous avez remarqué, je suis très mauvais pour parler de mes propres livres, mais alors Vindicta, c'est plein de personnages, c'est des lignes de vie qui se croisent, qui deviennent une ligne de mire, en fait, puisque c'est un braquage qui va très très mal se passer, où 4 jeunes s'imaginent qu'ils ont le plan pour faire un braquage facile, rapide et repartir avec du cash, et qu'enfin leur vie va être un peu moins pourrie que ce qu'ils ont vécu jusque-là. Ils sont très jeunes, ils sont très, très naïfs, on va dire ça, c'est un euphémisme. Forcément, ça se passe très très mal. Il y a un flic en plus en planque qui est en train, pour une autre affaire, de prendre des photos et d'essayer d'avoir une autre personne qui est là au même moment. Et après que ça ait dégénéré, je ne vais pas spoiler, mais un tueur terrible se met en chasse et commence à s'occuper du cas de chaque personne qui était sur place. Et c'est vraiment un slasher dans les règles de l'art, avec un monstre qui va décimer un des personnages après l'autre. Et en même temps, ces personnes ont fait quelque chose de très mal, dans lequel on peut. Donc, ce que j'ai essayé d'avoir, c'était des personnages très différents, tous en chute libre, et à qui on pouvait tous s'identifier. Et donc, quand ils sont tous au pied du mur et chassés par une créature, un tueur à gages en tout cas, qui semble instoppable, inarrêtable, comment on réagirait si on était à leur place. Mais c'est vraiment j'essaie d'écrire des bouquins plaisir, c'est-à-dire que surtout celui-là, en plus Vindicta, c'est peut-être le plus simple, entre guillemets, de tous les bouquins que j'ai écrits. C'est vraiment une course-poursuite. C'est un crescendo, c'est une spirale qui commence au début du bouquin et qui ne s'arrête pas. Oui, j'allais dire, Isabelle écrit dans le chat, Vindicta, le commencer, c'est ne plus le lâcher. Ouais. Et ça, c'est un peu ta marque de fabrique quand même, de nous d'entraîner le lecteur à ta suite et de ne plus pouvoir le lâcher. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Je dis pas que ça marche sur tous les lecteurs, mais mon envie, c'est. Même, je crois. Mais parce qu'en fait, c'est les plaisirs que j'avais de lecteur, en fait. Parce que quand j'écris, je suis vraiment l'ado que j'étais, il y a un certain temps maintenant. Mais je veux que quand un bouquin, quand j'ouvre moi déjà un bouquin, je veux que dès les premiers mots, je veux être happé par ce livre, dès les premières phrases. Et je veux que chaque page me force à tourner, qu'il y ait toujours un déséquilibre vers l'avant et qu'il fasse que même à chaque fin de chapitre, un peu comme dans les séries maintenant, les séries Netflix ou autres, à chaque fin d'épisode, même si c'est 3h du matin, on se dit mais je veux voir l'épisode suivant, je veux savoir comment ils vont se sortir de là, ou les bandes dessinées, notamment les franco-belges, qui étaient conçues aussi comme ça, où d'une page à l'autre, il faut à chaque fois que le personnage échappe à un danger, il retombe dans un danger qui est encore pire. Et donc il y a plein de manières de le mettre en scène. Et l'idée, c'est que pour moi, un vrai divertissement, un vrai plaisir, une vraie lecture plaisir, c'est un bouquin qu'on ne voit pas passer et on peut lire 500 pages dans la journée, comme je faisais quand j'étais ado, en fait, que je lisais Stephen King. Mais tu es toujours ado, Cédric. Ouais, éternellement. Aude trouve que Vindicta ferait un très bon film. Film d'horreur. Ouais. Oui, film d'horreur, forcément. Ouais. C'est en adaptation ? Il y a certaines de mes livres sont optionnés, voilà, mais pour l'instant, rien de. Mais Vindicta, non. Ok. Mais oui, il ferait. Parce qu'en fait, c'est la manière dont j'invente mes histoires aussi. Je vois les scènes, je les ressens et je les vois de manière très, très, très scénographiée. Et quand c'est comme si j'écrivais avec une caméra, en fait. Il y a toujours un point de vue qui est un point de vue visuel avant tout. Est-ce que tu t'es lâché sur celui-là parce qu'il est quand même particulièrement, je dirais pas gore, mais trash? Ouais. Si, en fait, je pense que c'est le plus gore que j'ai écrit. C'est pas le plus flippant. C'est peut-être pas le plus violent, puisqu'on est vraiment dans de la violence très esthétisée. Mais il y a une raison à ça. Comme je disais, c'est un crescendo et je pouvais pas m'arrêter. C'est un bouquin que j'ai écrit moi-même à fleur de peau et où tous les personnages sont des écorchés vifs, sont à fleur de peau. Et le but, c'était que ça aille très vite. C'était que la situation s'envenime vraiment de manière de plus en plus terrible, et qu'on se dise que ça pouvait pas bien se finir, en fait. En même temps, c'est compliqué, les thrillers qui se finissent bien, il n'y en a pas des masses non plus. Et puis, c'est pas forcément ce que le lecteur attend. Ça dépend, parce que c'est une discussion que j'ai eue récemment. C'est bien aussi quand un thriller.
se finir bien, ça dépend de ce qu'on entend par se finir bien. Mais si Il y a bien c'est et tout bien, le temps, quoi. voilà, mais si c'est tout le temps les méchants qui gagnent, il y a plus d'intérêt parce que quand je parlais des bouquins qui parlent de nous, on lit aussi des histoires pour se donner du courage dans la vie, de se dire bon ben voilà, le mec il avait tout contre lui et il a réussi à dépasser tous les obstacles. Et c'est pas que ça doit être didactique ou que le bien doit toujours triompher, mais l'intérêt de suivre un personnage en se disant est-ce qu'il va réussir à déjouer la mafia qui paraît intouchable, etc. C'est bien en fin de bouquin d'avoir, ben oui, en fait, il a réussi. Ce qui est intéressant dans le parcours, dans le voyage, c'est de voir comment il fait pour dépasser aussi ses peurs, les obstacles. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir juste un petit mot du prochain livre de chacun de vous? La prochaine actu. Chacun dit ce qu'il veut, effectivement, comme prochaine actu, rendez-vous, livre ou ce que vous voulez. Pour moi, ce sera rendez-vous plus tard cette année. Vraiment avant la fin de l'année, promis. D'accord. Mais là, en 2021? Ouais. Oh, excellent. Et on te voit au Quai du Polar, c'est ça? Ouais, dans 10 jours. Ok. À Lyon. Bon, je serai pas en maillot de bain, hein, mais je serai là. Tu vas dédicacer debout? Comme d'habitude. C'est peut-être un détail pour vous. Non, mais putain, non, désolé. Alors là, on a Cédric Cyr qui nous cite Berger. Moi, je dis c'est beau. C'est bon. On peut s'arrêter là. Moi, j'adore quand je vais dans un salon, je vois tout de suite s'il y a Cédric ou pas, parce qu'effectivement, il est debout et du coup, on te repère de loin. Je sais pas si c'est une tactique pour attirer le lecteur, mais en tout cas, ça pour attirer les filles. Ouais, les lecteurs sont debout. Vous faites la queue des fois longtemps. Pour moi, c'est déjà un minimum de respect, premièrement. Et puis surtout, pour discuter avec quelqu'un, c'est bien de l'avoir en face à face. Mais c'est très anglo-saxon de faire ça. Roger et Laurie fait ça, Arlan Coben. Et en France, vous êtes pas nombreux. C'est vrai qu'il y a toi et peut-être que tu es tout seul. Franck Tillier le fait aussi, me semble. Oui, mais Franck, qu'il soit assis ou debout, c'est à peu près à la même taille. Donc, tu vois, ça se voit pas. Mais toi, tu es beaucoup plus grand. Franck. Voilà. Donc c'est à ordre inverse du coup, Marie? Donc Cédric Vindicta à Quai du Polar dans 10 jours. On va faire. Moi, je vous donne rendez-vous le 4 novembre justement pour un deuxième volet du voyage de Pénélope qui va s'appeler Le chemin des possibles. Pénélope continue son odyssée. Excellent. Génial. Ça, c'est une info. Et est-ce que tu es en dédicace? Est-ce qu'on peut te rencontrer? Là, prochainement, non, mais il y aura, plein de dates sorties. Le matin sur Instagram avec tes posts. Exactement. Ouais, c'est ça. Tous les matins. Alors, Olivier Liron, dis-nous tout. Ton prochain roman. Olivier, ça bug chez lui, là. Il peut pas revenir. Donc, ouais, il a un souci avec son ordinateur. Alors, Olivier, il a une magnifique nouvelle, c'est qu'il a... Ah, t'as bugué aussi, Angel. Il t'a contaminé. Bah, c'est pas grave, on fait dans le désordre. Sonia? Ouais. Alors, on passe à Sonia. Donc, Sonia, t'as une nouveauté chez Robert Laffont. Elle est où, Sonia? On n'entend pas, Sonia. Elle est là. On t'entend pas, Sonia. Ouais, j'ai pas activé le micro. Voilà, j'ai ma nouveauté qui est sortie début mai chez Robert Laffont. Donc voilà, c'est l'histoire d'un couple. On peut en parler de 2 minutes ou non. D'accord. On a déjà bien dépassé. Savoir où est-ce qu'on peut te voir en dédicace? Ouais, samedi matin de 11h à 13h dans une petite librairie dans le 15e arrondissement, la librairie Valentin. Dimanche après-midi au Grand Cercle à Éragny. Et le week-end prochain, et ce sera la dernière avant la pause estivale à Pamplonne, dans le Tarn, au Salon du Livre et de la Gourmandise. Voilà. 4 juillet. Voilà. Puis après, ça reprendra en septembre et toutes mes dates sont sur mon site internet. Voilà, okay. J'essaie de vague-autoriser un maximum de lecteurs. Très bien. Et alors, Marlène, qui n'a pas bougé. Alors, est-ce que tu as pu remettre ton micro, Marlène? Ouais, on t'entend pas. Voilà, j'ai trouvé mon bouton.
Alors, on te voit quand Alors, les actus, pour moi, cette année, ça sera encore 2 nouvelles qui vont paraître dans des anthologies, notamment dans le prochain Storia. Ouais. Et puis, autrement, prochain roman, ça sera pour l'année prochaine. Je bosse dur dessus. Et puis, point de vue dédicace ou rencontre, samedi, dans une certaine FNAC à Rony-sous-Bois. À Rony 2. Et puis tout début juillet à Thonon. Et après aussi, pause estivale avant 2-3 jolies choses en automne. Ok, bah super, 20h15, bon. On a réussi à parler de vos 6 livres. C'était un petit peu le pari fou qu'on s'était fixé, donc on est très contente. On voudrait faire une photo avec bah vos sourires et les livres, si vous les avez, comme ça on se garde une petite photo souvenir. Alors attendez, tout le monde est prêt. Marie, tu es partie. C'est bon? Excellent, parfait. Merci à tous. Merci à tous. Alors, on a un apéro spécial lundi soir en partenariat avec Audiolib. Donc, ça sera un apéro un peu spécial où on va papoter avec des comédiens qui nous présenteront leur métier. On va parler livres et comédiens. Et puis, on vous annonce tout de suite que notre rentrée se fera le mercredi 25 août avec Sophie Talmen et Gavin Clément-Ruiz. Voilà, donc c'est la date de notre retour le 25 août. Comme ça, la date est fixée avec vous. Merci à tous. Moi, j'ai passé un super moment. Je vais pouvoir me rhabiller. Passez une bonne soirée, bonne lecture. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci à vous. Bisous à tout le monde. Bel été. Bisous, bonne soirée à vous.